Faut-il investir, faut-il encore investir dans l'immobilier en 2024? Écoute, si tu te poses la question, j'ai peut-être la réponse. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur ma chaîne, ou plutôt sur ta chaîne, YBA Courtage. Je me présente, je m'appelle Roméo, ton humble serviteur. Je suis depuis plusieurs années maintenant dans la finance en tant que courtier. Je suis également marchand de biens et formateur à mes heures perdues. Et le but de cette chaîne, il est simple, c'est de donner un bon coup de pied aux fesses, de manière que tu n'aies plus de prétexte pour ne pas te lancer. Donc il n'y a qu'une règle ici, ou plutôt deux. La première, c'est de prendre ce que je te donne pour passer à l'action. Et la deuxième, c'est de partager à un grand nombre de personnes. C'est simple, je ne pollue pas encore les ondes de publicité, donc c'est grâce à toi que je le fais. Donc tu partages, tu likes, je te le redirai encore tout à l'heure. Mais voilà, si tu aimes le contenu, si tu es encore là, c'est qu'il y a une raison. Donc fais ta BA. Ok, aujourd'hui, on va parler d'immobilier, bien sûr, mais surtout d'une réflexion que je me suis faite à la suite d'une discussion que j'ai été amené à avoir avec un ami, avec une connaissance, je dirais plutôt, et j'espère qu'il se reconnaîtra dès qu'on verra la vidéo, et où on parlait d'immobilier, et il m'a parlé de son refus total en 2024 de vouloir investir. Pour des bonnes raisons, bien sûr, qu'on va évoquer chacune d'entre elles, et moi, à ça, j'ai envie de te donner mon point de vue. Bien sûr, ce n'est que mon point de vue, ça sort de ma petite tête, et tu prends ce qu'il y a à prendre et ensuite, ce qui ne t'intéresse pas, tu le laisses. Un peu comme dans un buffet. Ok, donc on va démarrer la vidéo et on va parler de l'immobilier en 2024. Est-ce qu'il est bon ou non, au vu de la situation actuelle, de se lancer dans l'immobilier? Et puis j'espère que je pourrai répondre à cette question si toutefois tu te l'as posée. Alors pour remettre dans le contexte, cet ami qu'on va appeler Paul, Paul m'a dit à la suite d'une discussion, quand il a su que j'étais sur un nouveau projet d'achat-revente, il m'a dit « Écoute Roméo, je ne sais vraiment pas pourquoi tu continues à investir dans l'immobilier alors que aujourd'hui les taux sont élevés. Aujourd'hui, on parle d'aller récupérer des taxes auprès des propriétaires bailleurs ou des propriétaires non bailleurs tout court à la fin de leur crédit. Aujourd'hui, il y a des augmentations de taxes foncières qui se font. Aujourd'hui, on parle de pouvoir être capable de réquisitionner un bien dans le cadre d'une situation d'urgence en lien avec une situation de guerre. Donc en fait, pourquoi te lancer encore dans l'immobilier? La question, elle est hyper pertinente et elle est compréhensible à un certain niveau quand, bien sûr, il te manque certaines infos qu'on va essayer de décortiquer les unes avec les autres. Et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo parce que il y a plein d'autres pôles et peut-être que toi-même t'en es un, c'est pour ça que tu as cliqué dessus sur la vidéo. Et puis j'espère pouvoir convaincre certains pôles d'être un peu plus nuancés dans les propos. D'accord? En l'occurrence, Paul décide de ne pas investir dans l'immobilier tout court, ni maintenant, ni demain et à jamais. Ok? On est vraiment dans cette situation-là. Et moi, je trouve ça un peu embêtant. Donc on va évoquer les points qu'il m'a indiqués et ensuite on va voir si à la suite de ces points-là, en tout cas de mes arguments, il est intéressant ou non d'investir dans l'immobilier. Ça se trouve que moi-même, je me dirais, au final, il a raison et je vais arrêter, quoi. On va voir. Donc il m'a d'abord fait part des taux qui ont augmenté et qui augmentent. Ok, on est sur des taux qui ont augmenté, qui sont arrivés jusqu'à 5% pratiquement dans certains cas. Même si je viens de te dire que là, au premier trimestre 2024, ils vont avoir tendance à diminuer. Il y a une vidéo qui en parle où je te dis qu'ils vont même diminuer à partir de mai. Et je le pense pour plusieurs raisons, mais là, je t'invite à regarder la vidéo. Je vais mettre le lien juste en haut ici, qui permettra de pouvoir regarder, la déguster tranquillement. Donc oui, certes, les taux ont augmenté, mon cher Paul. Toutefois, cela n'empêche pas que tu peux quand même faire du business dans l'immobilier. Lorsqu'on me parle de taux, on me parle des mensualités. Et on me dit, mais les mensualités vont être beaucoup trop élevées. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a fait une simulation. S'il achetait un bien à 120 000 euros, à la fin, il payait 180 000 euros. Donc plus que la valeur du bien. Bon, je n'ai pas la simulation sous les yeux, donc je ne fais que te relater ce qu'il m'a dit.
Il y a plusieurs points qui sont importants. Le premier que je vais te dire, le plus simple et le plus bête, c'est la durée. Donc, il est parti sur 25 ans. Très bien. Aujourd'hui, rares sont les personnes, et encore moins de nos générations, qui vont garder un bien pendant 25 ans. On change de bien en moyenne tous les 7 à 8 ans. D'accord? Donc, les 180 000 euros, normalement, ça devrait être un huitième de cette somme-là qui devrait t'amener à payer, si toutefois c'est ta résidence principale, parce que si c'est un investissement locatif, tu l'auras bien compris que c'est son locataire qui va le payer. Donc, du coup, il n'y aura pas d'impact directement sur lui. Donc, déjà là, par rapport à ça, je viens de te dire qu'on peut le balayer d'un coup droit. Et ensuite, je vais te ramener le revers qui va être le suivant, qui est, le problème, ce n'est pas les taux qui augmentent. Le problème, c'est à combien tu vas négocier ton projet. Le vrai problème, il se pose là. C'est-à-dire que même si tu pars sur l'hypothèse que tu vas avoir un taux à 1%, si tu as acheté trop cher au-dessus du marché, tu vas avoir des mensualités qui vont être trop élevées. Si tu as décidé de remplir l'intégralité de ta capacité d'emprunt, tu vas avoir des mensualités qui vont être trop élevées. Il est là le problème. Tu ne peux pas taper sur le taux, et là, je ne suis pas payé par les banquiers pour dire ça, mais tu ne peux pas taper sur le taux en disant « oui, mais là, on a des taux qui sont hyper élevés », alors que, attention, je tiens à rappeler qu'à l'époque de nos parents, des taux à 5, c'est des taux qui étaient hyper séduisants, hyper intéressants, parce qu'ils avaient des taux qui étaient plutôt à 11, et des fois même certains, j'ai rencontré encore des clients en 2020 qui avaient des taux variables, encore, qu'ils avaient acheté et qu'ils avaient contracté il y a 15 ans de cela, il y a 20 ans de cela, et ils n'avaient pratiquement rien amorti. Donc les gars, franchement, quand vous me parlez de taux élevés, regardez juste un peu plus en arrière. Certains vont me dire oui, les taux étaient plus élevés, mais les biens étaient moins coûteux. Je répondrai oui, mais l'accessibilité à l'immobilier était beaucoup plus compliquée. D'accord? Donc, il n'y a pas de situation parfaite. Ok? On ne parlait pas d'immobilier. D'accord? Tu avais moins de sites d'annonces, voire même pas du tout de sites d'annonces qui pouvaient te permettre de pouvoir regarder les biens qui étaient en vente, etc. Non, il fallait partir, déjà ne serait-ce que prendre un journal, le PAP, pour ceux qui s'en rappellent, était à l'époque en version papier. Et donc du coup, tu allais regarder les annonces, tu pouvais difficilement voir à quoi il ressemblait sur une annonce, parce qu'il y avait un petit écriteau qui décrivait le bien. Tu n'avais personne qui pouvait t'informer, t'éduquer financièrement parlant, en te disant il faut faire un achat de cette sorte, de cette manière-là ou de cette manière-là. Tu avais une situation qui était totalement différente à l'époque. Oui, tu avais l'immobilier qui coûtait moins cher, mais parce que tu avais moins d'acteurs en réalité dans l'immobilier aussi. Et c'est ça la réalité qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, monsieur tout le monde pratiquement peut acheter. Il suffit d'avoir un CDI, d'avoir un petit peu d'économie. Bon, c'est un peu plus compliqué là, mais sur le principe, c'est ça. Donc ça, c'est un point qui est important à ne pas oublier. Et les gens à l'époque faisaient quand même du business. Ils faisaient quand même de l'argent. Il y a des grandes fortunes et la plupart des grandes fortunes se sont faites à un moment dans l'immobilier. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, oui, les taux augmentent. Oui, tu vas payer 60 000 euros de plus à la fin des 25 ans, mais tu ne resteras pas 25 ans. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je viens de t'indiquer, c'est qu'à la base, c'est que tu achètes trop cher en fait. Donc, le vrai débat, là où il faut taper, c'est sur le prix de vente. C'est comment tu négocies ton bien. D'accord? Et d'ailleurs, si tu as des questions là-dessus, bah écoute, c'est simple, tu as des liens qui sont juste en bas et qui te permettent de rentrer en contact avec moi. Donc, tu as juste à cliquer, prendre un rendez-vous et je te rappelle. Je rappelle tout le monde et celui qui dit que je ne l'ai pas rappelé est un menteur. Ok? Donc, je te laisse vraiment cliquer là-dessus si tu veux qu'on rentre plus en détail par rapport à ça. Donc, le point des taux et de la complication au niveau des banques, ça, voilà, on met ça de côté. Ensuite, il m'a parlé des taxes qu'il y avait, du fait qu'on allait bientôt potentiellement taxer les propriétaires bailleurs et même ultérieurement taxer aussi les propriétaires occupants, sans parler de l'augmentation de la taxe foncière, etc. Donc, par rapport à ça, effectivement, je vais être d'accord sur un seul point, c'est sur l'augmentation de la taxe foncière. Les projets de loi qui sont en lien avec la possibilité de pouvoir taxer les propriétaires bailleurs, même si je viens de te dire que c'est déjà fait, dans un certain cas, c'est lorsque le logement n'est pas occupé, d'accord? Et ça, en soi, je peux comprendre que tu décides d'avoir un appartement et que tu le gardes juste pour le plaisir
et que tu ne veuilles pas le louer par la suite, non, je viens de te dire, c'est un peu comme dans Zalando ou sur vente privée. À un moment, tu ne peux pas garder un bien dans ton panier et te dire, bon, je verrai si j'achète ou pas plus tard. Non, ce produit-là que tu as acheté, utilise-le. D'accord? Ou sinon, passe ton tour. Et c'est pareil dans l'immobilier. Tu ne peux pas aller sur l'hypothèse de dire, je garde un bien, je ne le mets pas en location, il n'y a personne qui vit dedans, et moi, j'y vais pas. Et en plus de ça, je veux qu'on me laisse tranquille. Non, un bien, il est fait pour être habité. Que ce soit sous la forme de location courte durée, une location classique, que tu y vives dedans, que tu fasses de l'événementiel, peu importe. Mais il faut que ce bien-là y vive, même juste pour le bien du bien. D'accord? C'est un mauvais jeu de mots. Sinon, il va se détériorer en fait. Donc ça, c'est normal que ce soit taxé, selon moi. Que depuis la gouvernance de Macron, il y ait une chasse aux sorcières sur les fortunes immobilières, ça, je peux comprendre que ça soit aussi embêtant. Parce que, effectivement, l'immobilier est un ascenseur social et un des rares ascenseurs sociaux qui tend à se fermer, cet ascenseur bientôt, c'est vrai, qui permet à des personnes comme moi, issues de la banlieue, d'accord, qui démarrent tout en fait de première génération, qui n'ont aucune richesse léguée, de pouvoir prétendre à augmenter sa situation sociale et peut-être même transmettre de la valeur à des descendants par la suite. Donc, qu'il y ait une chasse aux sorcières qui soit faite après que ces mêmes commanditaires de cette chasse aient pu eux-mêmes bénéficier des bienfaits immobiliers, effectivement, c'est pas cool. Ce serait un peu comme l'immigré qui dirait ouais, stop à l'immigration après qu'il soit arrivé à bon port. Il faut penser aux autres aussi. Tu es arrivé dans cette situation-là, tu as apprécié de pouvoir avoir cette largesse-là, de faire ce que tu voulais faire. Donc c'est le même principe. Même si j'entends et je conçois certaines personnes, certains économistes qui peuvent être amenés à dire que faire de la fortune sur l'immobilier alors que tu n'as pas augmenté, tu n'as pas valorisé le bien, c'est un peu un non-sens, c'est faire de l'argent sur rien du tout. Et je comprends ce concept-là que je vais te décrire maintenant. En fait, dans l'idée, certaines personnes expliquent que tu ne peux pas acheter un bien à 100 000 euros, mettre un coup de peinture et le revendre 150 000 ou 200 000 euros. Sans aucune raison, parce que l'immobilier a augmenté de valeur. C'est de la spéculation, ça n'a pas de sens. D'accord? On le retrouve énormément sur les grosses villes et sur la fameuse bulle immobilière qui est Paris, et on la connaît tous. Parce qu'en fait, 50 mètres carrés dans le 8e reste 50 mètres carrés dans le 8e. Donc, lorsque tu as tes aïeuls qui l'ont acheté 100 000 francs et aujourd'hui tu le revends toi 1,5 million, il y a un problème. Et c'est normal de se dire, de crier au scandale. Parce que tu n'as pas augmenté la surface carrée. La valeur, elle peut se faire à partir du moment où tu fais des travaux, que tu rénoves le bien, que tu le mets au goût du jour, que tu fais en sorte de pouvoir répondre aux dogmes énergétiques qu'il y a de plus en plus. Là, il y a du sens. Que tu puisses faire en sorte de valoriser ce bien-là en le mettant en location à disposition à des personnes qui, elles, vont pouvoir aller travailler dans la zone et ensuite du coup, augmenter mécaniquement le PIB en fait, de cette zone-là. D'accord? Là, il y a du sens. Même si, effectivement, il y a des augmentations qui peuvent paraître disproportionnées. Et là, c'est plutôt le commerçant qui va parler dans ce que je m'apprête à dire. C'est que le bon prix, c'est le prix que le client est prêt à acheter, en réalité. D'accord? Donc, que quelqu'un soit prêt à acheter, pour reprendre mon exemple, 50 000 euros de plus le bien que tu as acheté à 100 000 euros et le racheter 50 000 euros de plus, mais en fait, si pour lui, c'est la bonne valeur, en fait, c'est la bonne valeur parce qu'il n'y a rien qui décrit réellement la valeur de quelque chose. C'est un accord entre deux parties, tout simplement. Donc, c'est compréhensible que certaines personnes qui sont vraiment liées à l'économie, qui ont ce truc-là, qui disent en fait non, c'est 50 mètres carrés, de manière assez simpliste. Et je comprends aussi également les personnes qui vont être amenées à parler de l'augmentation de la taxe foncière et le côté assez régalien qu'il va y avoir sur les DPE, sur le système dans lequel nous sommes actuellement. D'accord? Mais ça, on va en parler encore un peu tout à l'heure. Ça, je suis d'accord avec vous.
l'augmentation de la taxe foncière, elle est réelle. Plusieurs personnes l'ont remarqué et l'ont senti. Maintenant, il faut aussi comprendre certaines choses. Quand on te dit qu'il n'y a plus de taxes d'habitation, il faut que tu saches qu'on va aller récupérer l'argent quelque part d'autre. D'accord? Au moment où on parle, à la fin du premier trimestre, apparemment, les curseurs s'affolent parce que le déficit qui va être déclaré par la France, il est juste affolant. On a dépassé largement ce qui était possible de faire, ce qui devait être fait. Donc ça, l'argent, il va falloir aller la chercher. Et malheureusement, on va partir taper, tout à fait, sur ce qui est taxable. C'est donc la taxe foncière. Les communes vont partir aller récupérer là, elles peuvent aller récupérer parce qu'elles n'ont plus les mêmes subventions qu'elles avaient auparavant. Et d'un autre côté, on enlève la taxe d'habitation, on tape sur la taxe foncière. C'est comme ça. Par contre, sur toutes les autres règles dont on entend parler, les projets de loi, d'accord? Dans projet de loi, il y a un mot qui est important à prendre en compte, c'est projet. Entre le moment où l'idée est évoquée et le moment où tu vas le trouver sur le journal officiel, il va se passer des années. D'accord? Et le projet de loi ou la loi va être rectifiée, elle va remonter, elle va redescendre, elle va remonter, elle va redescendre, ainsi de suite. Donc, entre-temps, tu auras largement le temps de savoir est-ce que tu veux ou non garder le bien et décider de le garder sous telle ou telle condition. Mais partir dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas garder un bien, je ne vais pas acheter de l'immobilier parce qu'il y a le projet d'une idée de quelque chose, pour moi, c'est un non-sens. Parce qu'il se peut aussi que ce projet-là n'aboutisse pas et que ça n'arrive pas en fait. D'accord? On cherche peut-être également à affoler les acteurs de ce marché-là pour qu'il y ait un mouvement qui fasse dans un sens ou dans un autre. Ça, malheureusement, je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas parler de choses que je ne maîtrise pas. Toutefois, baser un projet sur une idée qui est totalement spéculative, pour moi, ce n'est pas la bonne chose à avoir. Quand tu décides de faire un projet comme celui-ci, un projet où on parle d'immobilier, il faut que tu parles de choses factuelles. D'accord? La taxe foncière, elle augmente, oui, d'accord. On risque de taxer et on taxe les propriétaires bailleurs qui ont des logements vacants. Oui, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Est-ce que si je décide de vivre dans ce bien-là, est-ce que je peux supporter cette taxe foncière? Et si oui, est-ce qu'il n'est pas important, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, de négocier à la baisse mon bien, parce que j'ai cette projection-là en fait de me dire, mais demain la taxe foncière elle va augmenter, elle peut encore augmenter. Donc il ne faut pas que ça soit une sentence que de la recevoir chaque mois, chaque an, excuse-moi. Est-ce que je ne peux pas plutôt me diriger vers une ville où la taxe foncière est moins élevée? Est-ce que ça peut être un de mes critères de sélection? Voilà. Et je décide de me dire, le critère de sélection, c'est d'abord de voir est-ce que la taxe foncière a augmenté, et si oui, de combien de pourcents, et est-ce que dans cette ville-là, la taxe a augmenté plus que dans d'autres villes. Ça peut être également un critère de sélection, mais ne te base pas sur des hypothèses, ne dis pas il y a un projet de loi, parce que sinon tu fais rien du tout. Tu vois, tu fais rien du tout, ou au contraire, tu suis le mouvement en disant ça c'est le truc à la mode, il faut que j'aille le faire. Non, tu es un investisseur ambitieux, tu es un investisseur réfléchi, et en tant qu'investisseur ambitieux et réfléchi, tu dois te baser sur des faits. Mon ambitieux, tu es encore là. Donc, deux choses. La première, c'est que tu t'abonnes, s'il te plaît. Tu likes, tu partages. Ça fait 3. Et je vais en rajouter une parce que je suis gourmand également. Il y a des liens qui sont en bas et qui te permettent de rentrer en contact avec moi. Donc, tu rentres en contact avec moi. D'accord? Tu cliques sur le lien en bas. Tu programmes un rendez-vous téléphonique. C'est gratuit. Et ça, pendant une dizaine de minutes. OK? Et je te rappelle constamment. Donc, j'attends ton appel. J'attends que tu cliques pour programmer un rendez-vous téléphonique. La page de pub étant passée, on va parler de la réquisition. La potentielle réquisition qu'il pourrait y avoir, ou les potentielles réquisitions qu'il pourrait y avoir en situation d'alerte extrême, en situation de guerre, où apparemment il serait possible donc, à l'État de pouvoir réquisitionner un bien pour lequel tu es propriétaire. Et la propriété, c'est quelque chose d'hyper important pour les Français, parce que tu regardes le pourcentage de personnes qui veulent être propriétaires ou de propriétaires dans les États européens, tu remarques quand même qu'on a une appétence avec la pierre. On a une appétence avec l'investissement. On a ce côté-là un peu Voltaire sans doute, les Lumières ou je ne sais, la guillotine, on coupe la tête du roi, de ce truc de liberté
où les droits de l'homme, tiens, voilà, c'est ce que je cherchais, où on aime se sentir libre de ce qu'on a envie de faire. Et là, on nous dit clairement que tu peux perdre ton logement pour des raisons stratégiques. Et c'est vrai que c'est totalement fou. C'est totalement fou et je peux comprendre que ça puisse faire peur. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus flippant? C'est qu'on puisse réquisitionner ton bien ou que notre pays soit en guerre. En fait, c'est quoi la priorité là, à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait le plus peur? Pour ma part, je pense que la chose qui m'alarmerait le plus, c'est qu'on puisse être en guerre, en fait. Avant même de penser à mon bien, ma maison, c'est qu'on puisse être en guerre et que du coup, dans le territoire où je me promène, je ne sois plus en sécurité. Si tu es un Paul et tu te dis, non mais attends, t'imagines, j'achète mon bien et au bout de 20 ans, et au bout de 15 ans, ou dans 5 ans, on le réquisitionne parce que c'est un lieu qui est stratégique, et puis moi je l'ai dans le baba pour rester poli, je viens de te dire que si on est en guerre, ça va pas forcément être ta plus grosse préoccupation. Et effectivement, à ce moment-là, ça me permet aussi de pouvoir faire preuve de transparence et dire que l'immobilier, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ce serait pas vrai. Parce qu'en situation de guerre, l'immobilier n'est pas quelque chose de... C'est du foncier, c'est quelque chose qui reste là. C'est-à-dire que toi, tu pourras te barrer dans un autre pays, mais en fait, ton bien restera là. Ça, c'est une réalité. Et on ne sait pas à quelle sauce on pourrait être mangé si la situation géopolitique était amenée à changer. Si on rentrait en guerre comme notre président le susurre maintenant depuis quelques temps, on ne sait pas à quelle sauce on serait mangé. Mais je pense que les priorités, il faut les gérer une par une. Et que la priorité dans une situation de guerre, ce n'est pas de garder son logement, mais plutôt de garder sa vie. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, Paul, mon petit Paul, s'il te plaît, ne base pas une projection sur 20 ans, sur 15 ans, parce qu'il y a l'hypothèse qu'on puisse garder ton bien, si toutefois il était stratégique. D'accord? Ça, c'est hyper important, parce que pendant cette période-là où tu ne décides pas d'investir dans l'immobilier, en fait, et cette période-là de paix ou de situation tendue, mais de pseudo-paix, parce que la guerre, quand on dit la guerre est à nos portes, c'est une réalité. Hein. C'est pas très loin l'Ukraine, au final. C'est quelques heures d'avion, quoi. Donc, entre-temps, en fait, tu ne fais pas d'argent. Entre-temps, tu n'économises pas. Entre-temps, tu perds de l'argent. Et cet argent, tu en auras peut-être besoin aussi si toutefois il devait y avoir de la guerre. Parce que tu pourrais t'amener à revendre ton bien et partir, si bien sûr tu fais partie de ces personnes-là qui auront eu le flair. Donc, on est dans une situation qui est régalienne, une situation où on est pressurisé, on est sous pression, mais pas que sur l'immobilier. Il y a des pôles qui me parlent de la crypto et qui me disent, voilà, ça au moins je peux me barrer, je peux faire ce que je veux, etc. Attendez que la crypto et la blockchain et tout ce système-là puissent être rattrapés de manière légale comme ça l'est pour l'immobilier aujourd'hui. Parce que l'immobilier, ça a des décennies, ce qui n'est pas le cas de la blockchain et du Bitcoin et de tout ce qui est en lien avec ça. Regardez juste ce que les mastodontes comme BlackRock sont en train de faire, le rachat aussi de Binance, pour ceux qui sont vraiment câblés crypto, ils vont très rapidement comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Donc, en réalité, la situation, c'est qu'on veut nous proscrire nos libertés. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Voilà. Ça donne l'impression qu'on veut nous proscrire des choses qui nous sont chères. On a pu le voir avec l'épisode qu'on a eu il y a quelques années, où on devait s'autoriser à sortir ou non, et c'est que le début. Donc, mon ambitieux, moi, ce que je vois, pour ma part, et je vais arrêter cette vidéo-là, c'est que la priorité, c'est d'acquérir un maximum de liberté. Maintenant, à toi de baser les éléments qui vont te permettre de pouvoir acquérir cette liberté. Je l'ai trouvé à travers l'immobilier parce qu'aujourd'hui, en apportant de la valeur à des personnes qui souhaitent investir à travers mon métier de formateur, à des personnes qui souhaitent habiter à travers mon métier de marchand de biens, ces gens-là me payent pour avoir résolu un problème. D'accord? Donc cet ajout de valeur-là, je le trouve dedans et cet argent-là me permettra d'être libre. Attention, l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que tu es dans l'immobilier que tu ne peux pas investir sur d'autres choses.
Toutefois, et c'est là où je vais vraiment finir mon ambitieux, n'oublions pas la pyramide des besoins de notre cher Maslow qui dit que dans la base, il y a le fait de pouvoir avoir un lieu dans lequel habiter. Donc peu importe ce qui se passera, si tu es encore vivant ici et que tu vis encore là, ta priorité, ça sera avoir un lieu dans lequel tu pourras avoir un toit, dans lequel tu pourras te sentir chez toi. Et ce besoin-là que tu as, c'est le même besoin que tout le monde a. Donc, pour ma part, malgré la situation alarmiste qu'il y a, je pense qu'on est dans une période de cycle par rapport au point que je t'ai évoqué sur les taux. Et je te renvoie encore à la vidéo que j'ai faite. Les projets de loi, pour le moment, restent uniquement que des projets. Et justement, pendant qu'ils sont encore que des projets, et il est dans ton intérêt et dans ton obligation de faire en sorte d'acquérir le maximum de liberté à travers la liberté financière, bien sûr, dont on parle tant, et aussi d'autres formes de liberté, pour que si ce jour-là arrive, tu sois capable de pouvoir dire ciao, bye bye, de partir et de partir vivre ta vie dans une situation ou dans un environnement qui sera beaucoup plus serein pour toi et tes proches. Mon ambitieux, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis vraiment parti en freestyle. Donc voilà, j'espère avoir quand même gardé le fil. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes, à liker, à commenter si tu as des avis qui sont contraires ou des avis qui me rejoignent. Entre-temps, mon ambitieux, entre-temps, mon ambitieuse, peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo, tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.